Bonsoir ou bonjour, c'est selon et bienvenue dans cette nouvelle émission Les visages de la recherche, des hommes et des femmes, des chercheuses et des chercheurs qui n'ont peur de rien, surtout pas de l'inexplicable et qui chaque jour repoussent les limites du savoir. Alors c'est Stanislas Gorelli qui ouvre le bal. Bonjour Stanislas. Alors vous êtes directeur de recherche à l'ULB, spécialisé dans l'immunologie, mais au départ vous faisiez la médecine. Alors comment est-ce que le virus de la recherche vous a contaminé, entre guillemets? La médecine était passionnante. Étudier, c'est vraiment quelque chose, un voyage incroyable dans les côtés les plus restreints de chaque individu. Mais j'avais une prédisposition familiale à faire de la recherche. Donc je suis le petit dernier d'une famille. Ils sont tous chercheurs dans notre famille. Ils sont quasiment tous chercheurs, oui. Et donc la médecine amène à la recherche. Alors, première question, le chercheur, quelles sont les qualités indispensables? Rigueur, honnêteté, il faut être humble également. C'est vraiment un travail collaboratif. Donc il faut s'appuyer sur le travail des autres, vouloir collaborer, vouloir aider, faciliter. Mettre son ego de côté. Les deux sont possibles. Oui. Soit on est extrêmement brillant, extrêmement créatif et capable de construire soi-même, soit on travaille en équipe. Mais bon, le chercheur, est-ce qu'il doit quand même parfois rêver? Est-ce qu'il doit prendre des risques? Est-ce qu'il doit penser de manière un peu oblique? Ah, toujours, oui. Soit on est un chef d'entreprise et on manage son équipe de façon d'une main de maître, avec une possibilité de rêver, soit on rêve et on emmène les gens dans son rêve, oui, je pense. C'est vrai que le chercheur aujourd'hui doit écrire un maximum d'articles pour être crédible? Oui. Peut-être pas un maximum, mais des articles de bonne qualité. Donc essayer de faire son trou, disons, dans la discipline, essayer de montrer qu'on peut amener sa pierre à l'édifice. C'est très important. Donc il y a un petit côté marketing, un petit côté nécessité de vendre sa recherche pour qu'elle soit financée, pour qu'elle qu'elle fasse la différence, disons, au sein d'une communauté qui est extrêmement compétitive. Oui. Alors, la concurrence mondiale, elle doit être terrible aujourd'hui, surtout dans votre domaine, l'immunologie, qui est dans le vent. Oui, la compétition est effectivement internationale avec des moyens qui sont considérables, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, mais en Chine maintenant, dans des pays qui se développent énormément dans ces disciplines. Oui. Alors vous êtes à la tête d'une équipe de 50 chercheurs. Bon, l'immunologie, c'est dans le vent, c'est à la mode, et on y attend beaucoup. On y attend beaucoup parce que ça a fait ses preuves, ça a ouvert des portes considérables en médecine. Donc il y a des traitements, pour certaines maladies qui étaient incurables, qui sont maintenant à portée de main. Donc on peut offrir des traitements innovants, des choses qui donnent vraiment des espoirs aux patients, dans le quotidien des patients. Et donc, en termes de traitement, les médecins ont des outils grâce à l'immunologie qu'ils n'avaient pas il y a 10 ou 15 ans. Alors, faisons maintenant un zoom sur votre propre recherche. Essayez de comprendre en simplifiant. Vous allez voir si j'ai compris ou pas. Vous essayez de comprendre, vous et votre équipe, pourquoi les macrophages, qui au départ sont de bonnes petites cellules, mais qui dans un contexte de tumeur cancéreuse deviennent perturbées et nocives, comprendre pourquoi, et puis à un moment donné, ces bonnes cellules deviennent pour vous des cibles à flinguer carrément ou à reprogrammer. Est-ce que c'est plus ou moins exact? Oui, c'est ça. Alors, on vous écoute maintenant. Donc les macrophages, ce sont les sentinelles de notre corps. Elles sont dans les tissus, elles empêchent une bactérie de se disséminer dans l'organisme, elles vont l'attraper, la digérer et empêcher la propagation. Elles peuvent aussi assurer que le tissu fonctionne de façon normale. Ça veut dire qu'elle va assurer le métabolisme des cellules, elle va aller capter des globules rouges, recycler le fer des globules rouges, etc. Dans une tumeur, elles jouent un petit peu le même rôle, sauf qu'il y a une subversion de ces cellules par les cellules tumorales. Et donc c'est ça que vous avez essayé de comprendre. C'est ça qu'on essaie de comprendre, pourquoi et comment. Donc quels sont, de façon très fondamentale, quels sont les mécanismes qui poussent ces cellules à faciliter la croissance tumorale, à empêcher la réponse immunitaire
antitumorale, à favoriser l'angiogénèse, les formations de vaisseaux et les métastases, etc. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de les flinguer et ou de les reprogrammer pour qu'elles soient de nouveau positives? Mais ça fait très longtemps qu'on essaye de le faire. Et en fait, la plupart des essais cliniques ont été peu convaincants jusqu'à présent. Donc on essaye vraiment de retourner la base, grâce aux outils actuels de biologie moléculaire en particulier, de retourner pour essayer de comprendre en quoi ces cellules sont différentes, comment elles sont reprogrammées de façon pro-tumorale. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Notre système immunitaire doit être éduqué. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, c'est un système qui est extrêmement complexe, qui intègre toutes sortes de signaux venant de l'environnement, qu'ils soient dans notre corps directement ou dans l'environnement, tous les contacts qu'on peut avoir au cours de notre vie. Et donc, c'est un processus très dynamique qui va se faire à la naissance et qui, petit à petit, va apprendre à réagir de façon correcte vis-à-vis des perturbations que le corps, que l'individu... Comment peut-on l'éduquer? Alors, on l'éduque par tous les contacts qu'on a, notamment avec le monde microbien. Donc, on parle beaucoup du microbiote, au niveau intestinal, au niveau des poumons, au niveau de la peau. Ça joue un rôle clé dans la façon dont ces cellules acquièrent des propriétés qui peuvent favoriser la santé ou la maladie. Alors, votre recherche, elle est fondamentale, mais elle a des effets un peu partout. Les vaccins, par exemple. J'ai appris en vous rencontrant que certains vaccins pouvaient aussi guérir d'autres maladies. Pas guérir, mais... Prévenir. Prévenir, c'est ça. Donc, on s'aperçoit de plus en plus que les effets... donc, les vaccins, c'est la base de l'immunologie. Même avant de comprendre, même avant de savoir qu'il y avait un système immunitaire, on a développé des vaccins qui agissaient sur ces cellules qu'on ne connaissait pas encore. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la façon dont on éduque ce système par une infection, par un vaccin, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire de façon active, même en santé publique, a un impact considérable sur nos réponses vis-à-vis d'un très large panel d'autres microbes, par exemple. Comment un chercheur qui pense devant son ordinateur et puis qui fait des expériences peut-il réfléchir avec des centaines de milliers de données? C'est en ça que la recherche a énormément évolué ces 10 dernières années, c'est qu'on est confronté à ces énormes... cette capacité énorme à développer et à comprendre... Et ça va encore augmenter. Ça va encore augmenter. Et donc, on a recours à des outils de biologie computationnelle, de bioinformatique. Et ça, c'est pas vous qui faites. Ce sont des chercheurs spécialisés dans le domaine, j'imagine. Alors moi, je suis incapable de faire ça. Mais donc, ce sont des membres de l'équipe. C'est ça. Ce sont des bioinformaticiens, ce sont des chercheurs qui ont une formation en informatique, mais qui sont capables de comprendre les problèmes biologiques. Alors, vous employez des souris humanisées, c'est-à-dire qu'après le in vitro, il y a un moment donné, on doit aller dans le in vivo pour vos recherches? Donc, comme je l'ai dit, au niveau clinique, les essais ont été assez décevants de cibler les macrophages. Une des raisons de ça, c'est qu'on a beaucoup travaillé chez la souris et que traduire ça en résultats cliniques est assez difficile parce qu'il y a des différences homme-souris. On arrive vraiment à ce stade-ci. Donc on a pris le parti, nous, d'étudier ces aspects fondamentaux dans des cellules humaines. Et donc, comme les mécanismes sont tellement complexes d'interaction entre les cellules tumorales, les cellules de l'immunité, les cellules stromales, qui constituent le micro-environnement tumoral, on essaie de reproduire un système entièrement humain dans des souris, effectivement, qu'on essaye d'humaniser au maximum, c'est-à-dire qu'elles développent un système immunitaire humain et qu'on va implanter des cellules tumorales humaines dans ces souris pour pouvoir vraiment recréer la complexité de ces interactions. Alors, je l'ai dit, vous dirigez 50 personnes, c'est vous qui donnez le feu vert quand un chercheur propose une hypothèse ou une piste à suivre. Quelle responsabilité, hein? Go ou stop? Je coordonne l'activité de 50 chercheurs. Au sein de mon équipe, on est une quinzaine, et donc c'est vraiment eux que je gère au quotidien, à qui j'essaye d'insuffler, disons, des idées, à qui je permets une certaine liberté, surtout en termes de capacité de réaliser la recherche, en termes de moyens. Donc ça dépend beaucoup d'interactions. Ce n'est pas uniquement moi qui vais décider de façon managériale ce qu'il doit faire ou ne pas faire, mais c'est un long chemin qu'on fait ensemble.
Le chercheur, la chercheuse, votre luxe, c'est votre liberté? Oui, je pense. C'est la capacité de faire un pas de côté quand on le sent, la capacité de faire un pas en arrière également, d'avancer, de courir quand c'est nécessaire aussi, de régler la dynamique, disons, de la façon dont on gère la recherche au quotidien. Oui, tout à fait. Alors, dans votre recherche actuelle, à quoi peut-on s'attendre pour de nouvelles voies thérapeutiques? Les progrès de l'immunothérapie du cancer ont montré que c'était possible. On peut aujourd'hui développer des médicaments de façon très rapide sur base des données générées par la recherche scientifique. Donc on peut, la collectivité dans l'ensemble, identifier des cibles qui sont actionnables pour le patient et qui seront, disons, traduites en clinique, idéalement dans les 5 à 10 ans, oui. Pour terminer, Stanislas, quelle est votre utopie dans votre recherche? J'essaie de rester assez humble sur la façon dont on gère la recherche. Ça veut dire que c'est amener une pierre à l'édifice, c'est-à-dire travailler avec des gens, faire confiance aux gens dans un domaine où la compétition est vraiment très très rude. On est beaucoup plus forts tous ensemble. Et donc, ces dernières années, on a vraiment fait un effort général pour travailler ensemble, échanger, participer, collaborer et essayer d'amener, disons, parfois en se mettant de côté, la capacité pour d'autres chercheurs de réaliser des choses grandes et pour le bien de tous. Merci Stanislas d'avoir été notre tout premier invité. Dans un instant, second invité, Annabelle de Cotigny, maître de recherche et directrice de recherche à l'Institut Deduve. À tout de suite.